Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, je continue ma série de vidéos sur les erreurs fatales que font les étudiants étrangers lorsqu'ils viennent étudier dans les pays occidentaux, comme par exemple le Canada, la France, les États-Unis, la Belgique, et qui quittent justement nos pays d'Afrique comme le Cameroun, pays d'où je viens, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée, le Mali, etc. Et qui ont des projets d'études à l'étranger ou des projets d'immigration et qui pourtant font des erreurs fatales qui va les mettre en désavantage ou alors qui va les mettre dans un gouffre financier dans lequel ils vont sûrement mettre des années pour rattraper le gouffre qu'ils ont créé, pour rattraper le désavantage avec lequel ils sont partis. Alors j'ai fait une première vidéo de la série. Si vous ne l'avez pas regardé, cliquez sur le lien qui s'affiche en haut à gauche ou en haut à droite, je ne sais pas trop, je vais le mettre ce lien là, mais cliquez sur le lien pour voir la première erreur que j'ai développée. C'est vraiment une erreur super importante. Et dans cette vidéo, on va parler de deux erreurs, donc on va condenser les deux erreurs en une seule vidéo pour ne pas faire trop de vidéos non plus, dans lesquelles beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants étrangers se mettent lorsqu'ils veulent venir faire des études à l'étranger. Alors rapidement, je me présente parce que je trouve que c'est super important de savoir de qui on prend des conseils ou des tips. Moi, je m'appelle Yvan, je viens à Montréal. Alors, j'étudie à cette université-ci. Je fais un PhD en intelligence artificielle dans le domaine de l'aéronautique. Je suis venu au Canada pour faire ma maîtrise en 2014. Donc, j'ai fait ma maîtrise dans l'aéro, j'ai travaillé dans le domaine. J'ai lancé quelques business au Canada. Donc, j'ai quand même une toute petite expérience et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de partager ça avec la plus jeune génération qui est peut-être en train de vouloir passer par des étapes par lesquelles nous sommes déjà passés pour justement pouvoir faire cette transmission générationnelle-là qui, je trouve, manque beaucoup dans notre monde africain. Il y a de cela quelques mois, j'étais allé à un congrès en fait qui réunissait plusieurs étudiants des universités différentes et qui portait justement sur comment bien créer sa problématique de recherche et comment rédiger un article de recherche. Et donc, c'est super important pour beaucoup d'étudiants qui font des maîtrises, des doctorats d'aller à ce type d'événement parce qu'au-delà de la connaissance que tu peux avoir quand tu fais ce type de programme-là, il est super important de pouvoir la transmettre justement à partir des articles de recherche que tu rédiges. Donc, à ce congrès-là, j'ai rencontré un jeune homme, un compatriote comme moi. Et en général, quand je vais dans les congrès, quand je vois quelqu'un qui me ressemble, ben, je vais aller vers lui pour lui parler en fait. Et je suis allé vers lui pour lui parler, on a commencé à taper la discute et tout, et à s'échanger un peu pour savoir qu'est-ce que chacun fait. Donc je lui ai dit que moi, voilà, je fais mon PhD, etc. Il m'a dit qu'il faisait une maîtrise recherche. Et en creusant un peu, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui venait d'arriver au Canada. Ça faisait peut-être 3-4 mois qu'il était là. Il avait commencé un programme de maîtrise recherche, justement. Et là, je lui ai demandé dans quelle filière il faisait sa maîtrise recherche. Il m'a dit qu'il l'a fait en histoire de l'art. Donc déjà, j'étais un peu surpris. Je me suis dit, OK, un Camerounais qui fait histoire de l'art. Bon, c'est quoi à peu près l'histoire? Bon, je connais c'est quoi l'histoire, mais l'histoire de l'art, c'est quoi? Là, il m'a un peu expliqué. Là, je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il avait choisi cette filière-là. Il m'a expliqué que, en fait, il est passionné de l'histoire et que au Cameroun, il a fait l'école normale, supérieure, option histoire et tout. Et que là, il voulait vraiment perfectionner ses connaissances en histoire de l'art. Je lui ai dit d'accord. Je lui ai dit que moi, franchement, c'est une filière que je ne connais pas, mais est-ce que tu as regardé un peu au Canada, qu'est-ce que tu peux faire avec? Est-ce que au Canada, il y a du boulot dans cette filière-là, en fait, logiquement? Il me dit qu'en fait, il ne sait pas. C'est pas quelque chose sur lequel il s'est intéressé. Il a encore 2 ans devant lui, ou quasiment 2 ans devant lui de recherche, et qu'après sa recherche, il va essayer de voir s'il trouve du boulot. Et là, je lui ai demandé combien est-ce qu'ils sont dans son programme. Il m'a dit que dans son programme, il ne sait pas trop combien ils sont, parce qu'en fait, la façon dont le système américain fonctionne, c'est que tu as des gens avec qui tu suis des cours, mais ce n'est pas forcément les gens d'un même programme que toi. Donc, il y a des cours, par exemple, qui sont suivis par ton programme, mais qui sont aussi suivis par d'autres programmes. Donc, c'est compliqué de savoir, finalement, dans ce que tu fais, combien vous êtes, en fait. Et là, dans ma tête, je me suis quand même dit, si ce gars ne fait pas attention, il va souffrir. Il va souffrir parce que voilà quelqu'un qui est venu au Canada et s'est lancé dans un domaine sans forcément faire une recherche préliminaire sur ce domaine-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on prévoit d'aller étudier à l'étranger, on est en train de prévoir d'aller dans un environnement qui a ses codes, dans un environnement qui a ses métiers d'avenir, dans un environnement qui a son propre marché, qui est différent du marché des codes du pays duquel on vient. Donc c'est super important de s'informer et surtout d'écouter ceux qui nous donnent l'information. Si tu es au Cameroun, si tu es en Côte d'Ivoire, si tu es au Bénin et que tu vas aller étudier au Canada, fais une étude de marché à l'avance en fait. Essaye de parler à ceux qui ont déjà étudié dans ces domaines-là, à ceux qui ont déjà voyagé, qui travaillent déjà, pour savoir quels sont les domaines qui sont demandés. Par exemple, ici au Canada, c'est sûr que si tu me demandes quel est le domaine dans lequel il faut venir étudier, je te dirais, si tu as un peu des compétences en IT, viens étudier dans le domaine de l'IT. Si tu aimes les mathématiques, viens étudier dans ça parce que c'est clairement les domaines pour lesquels tu ne chômeras jamais ici.
Si tu es bon dans tout ce qui est médical, viens peut-être faire soins infirmiers, viens peut-être faire médecine, parce que c'est des domaines pour lesquels tu ne chômeras jamais, parce que aujourd'hui, le marché de ces domaines-là est en demande. Et il n'est pas seulement en demande, ce sont les domaines qui font partie des domaines les mieux payés actuellement au Canada. C'est vrai que dans la vie, on veut faire souvent ce qu'on aime. C'est vrai que, comme on dit souvent, il faut travailler dans un domaine qu'on aime. Mais encore une fois, si tu veux faire un projet de voyage, un projet d'études, et que tu veux aller étudier dans un domaine qui ne recrute pas, c'est peine perdue. En fait, il vaut mieux rester au Cameroun parce qu'au final, quelqu'un comme celui que j'ai rencontré, alors je ne maîtrise pas trop son domaine qui est l'histoire de l'art, hein, mais pour les petites recherches que j'ai faites, je sais que en général, tu ne vas pas trouver du travail avec ça. Et même si tu trouves du travail, ça ne sera pas à la hauteur des moyens que tu as mis en jeu pour venir faire ces études-là. Donc, en termes d'investissement, ça ne vaut pas le coup. Donc, un conseil à tous ceux qui veulent venir étudier à l'étranger ou particulièrement au Canada, faites une recherche avant pour savoir quels sont les métiers qui sont en vogue ici, quels sont les métiers qui payent le plus. Et je ferai une vidéo dessus pour parler des métiers d'avenir et des métiers qui payent le plus avec les salaires à l'appui ici dans l'environnement dans lequel je me trouve. Donc faites ces recherches-là parce que c'est super important. Alors la seconde erreur que beaucoup d'étudiants font quand ils viennent étudier ici à l'étranger, c'est un peu complémentaire à la première erreur, mais c'est le fait de négliger leur réseau, c'est-à-dire ne pas assez travailler sur le réseau. Une fois encore parce qu'ils n'ont pas compris les codes du pays dans lequel ils sont en train de venir. Et ils ne savent pas que le réseau, c'est peut-être la chose la plus importante. Le réseau, une fois que tu as un réseau qui est assez dense, tu n'enverras plus jamais un CV. Ou alors tu ne feras plus jamais de proposition d'appel d'offres pour ton entreprise. Tu ne feras plus jamais de soumission d'offres parce que tu auras un réseau assez dense en fait. Moi, dans l'université dans laquelle je suis, des fois il m'arrive de donner des cours et je vois souvent le comportement encore de certains compatriotes qui viennent d'arriver. Ils ne travaillent pas leur réseau du tout. Ils se contentent juste de venir en cours, s'asseoir, relever les notes de cours et avoir des bonnes notes après. En aucun moment, ils ne parlent avec leurs camarades. En aucun moment, ils ne lient vraiment une relation avec leurs camarades pour pouvoir plus tard profiter de cette relation-là dans tout ce qui est professionnel en fait. Et surtout, pour ceux qui viennent ici faire des études de maîtrise ou de doctorat, en général, surtout pour les maîtrises, tu te retrouves des fois avec des camarades qui ont déjà certaines expériences. Déjà des camarades qui sont nés ici, dans les pays étrangers, c'est-à-dire que vu qu'ils sont nés ici, ils ont forcément un réseau beaucoup plus établi que le tien. Et en plus, vu qu'ils sont déjà passés dans l'industrie, ils ont un réseau qualifié. Et donc, tu gagnerais beaucoup, toi qui viens d'arriver, au-delà d'avoir des bonnes notes, de les mettre dans ton réseau, bien de joindre leur réseau, parce qu'il n'y a que comme ça que tu trouveras un bon travail après. En général, il y a trois façons de se trouver du travail. La première façon, c'est d'utiliser ton réseau justement. C'est-à-dire que quand tu termines tes études, tu as un réseau assez dense, tu vas voir les membres de ton réseau, tu leur dis est-ce que vous n'avez pas un travail là, ils te font ce qu'on appelle des recommandations et tu envoies ton CV à ces recommandations-là. Et souvent, quand tu envoies ton CV à ces recommandations-là, la barrière n'est plus très grande parce qu'ils savent que il a été recommandé par tel, donc sûrement un bon profil. Et là, tu as juste à prouver techniquement que effectivement tu réponds au poste. La seconde façon, qui est la moins pire, on va dire, c'est de passer par ce qu'on appelle des forums d'emploi. Alors, c'est quoi les forums d'emploi? En fait, les forums d'emploi, c'est l'occasion pour beaucoup d'étudiants d'aller justement se faire ce réseau-là qu'ils n'ont pas fait quand ils étaient sur les bancs. Parce que pendant le forum d'emploi, tu vas rencontrer justement des entreprises, tu vas chatter avec eux. Souvent, tu chattes de la technique, mais bien souvent aussi, ça se joue au feeling. C'est-à-dire que tu rencontres par exemple le RH d'une boîte dans ton secteur d'activité et là, tu parles avec lui, tu parles de ce que tu as fait, tu lui montres que tu es assez cultivé. Et vu que maintenant, ce RH va faire partie de ton réseau, tu vas pouvoir lui envoyer ton CV plus tard et il va te faire passer les autres étapes pour avoir ton boulot. Donc ça, c'est la seconde étape. Et la troisième étape, qui est vraiment l'étape la plus ridicule, je dirais, c'est de faire ce qu'on appelle des candidatures spontanées. Ça, c'est vraiment pour ceux qui, ils n'ont pas bâti leur réseau et deux, ils sont incapables de le faire durant les forums d'emploi. Et c'est vraiment la pire des manières de chercher du travail parce que, en général, dans les candidatures spontanées, déjà, il reste les postes qui n'ont pas été couverts par ceux qui ont pris les postes parce qu'ils avaient de réseau. Et en plus de ça, la concurrence, elle est très rude. La concurrence est très rude parce que des fois, pour un poste où on cherche 10 candidats, tu peux avoir 1000 CV. Et c'est même pas un humain qui trie ses CV, c'est un algorithme peut-être d'intelligence artificielle qui va regarder un peu vite fait star s'il y a des mots-clés sur ton CV et qui va justement pop ton CV en haut de la marche pour que peut-être un RH puisse lire après. Donc, c'est une façon très difficile de chercher du travail. Et moi, j'ai remarqué que quand je rencontre
10 étudiants étrangers ici qui ont peut-être terminé leurs études en maîtrise. La plupart sont en train de se débrouiller justement dans les candidatures spontanées pour pouvoir trouver du travail. Mais ça, c'est parce que souvent, ils n'ont pas eu la présence d'esprit de se bâtir un réseau lorsqu'ils étaient sur les bancs. C'est justement parce que nous avons pensé qu'il est super important de se bâtir un réseau puissant, qu'il est super important de se préparer lorsqu'on veut justement étudier à l'étranger, lorsqu'on a un projet d'immigration à l'étranger, de faire une recherche de marché sur les emplois les plus payants, de se préparer psychologiquement, de se bâtir un réseau, que nous avons décidé, mon équipe et moi, de faire ce type de vidéo-là et de bâtir justement une communauté de personnes qui sont à l'affût de ces réalités-là lorsque tu décides de vivre à l'extérieur de ton pays. Alors, ce sont des thématiques qui t'intéressent. Deux choses. La première chose, abonne-toi à cette chaîne parce que sur cette chaîne, on parle de business, on parle de mindset, on parle d'éducation et de comment justement rentabiliser ton éducation pour pouvoir réussir financièrement ta vie. Donc, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, partage-la à tous ceux que tu penses que ça pourrait aider. Et surtout, inscris-toi à notre mail list en cliquant sur le lien qui est dans la description pour justement faire partie de notre communauté. Alors, je te dis à très bientôt pour la suite.